Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique où j'ai l'honneur de recevoir Loïc Le Floch-Prison. Il est l'auteur du livre Carnet de route d'un Africain, un autre regard sur l'Afrique d'aujourd'hui. Mes deux autres invités sont également restés avec moi pour cette deuxième partie. Merci à vous. Alors, qu'elles soient américaines, françaises, chinoises, britanniques, hollandaises, elles sont nombreuses, les compagnies pétrolières internationales qui opèrent sur le continent. Mais quels sont leurs rôles et leur influence politique sur le continent? Financent-elles directement des coups d'État? Maintiennent-elles des dirigeants à la tête des États? Avant d'en parler avec mes invités, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction commenté par Sharon Kamara. En Afrique, les premières découvertes de pétrole brut ont eu lieu dans les années 50 en Algérie, au Gabon, au Congo et en Angola, et dans les années 60 en Libye et au Nigeria dans le delta du Niger. L'exploitation du pétrole africain est donc récente par rapport aux autres parties du monde. L'Union européenne, les États-Unis, la Chine et l'Inde totalisent à eux seuls 90% des achats du pétrole africain. Le pétrole représente donc un enjeu géostratégique pour les États et les nombreuses multinationales qui exploitent le pétrole africain. Kadhafi faisait payer aux compagnies pétrolières occidentales jusqu'à 90% d'impôts. Donc, c'est-à-dire que si la Libye récupérait jusqu'à 90% des dividendes et le reste, c'était pour les compagnies étrangères. Et il a même menacé en 2009 de nationaliser complètement les compagnies pétrolières occidentales. Face à ces enjeux, les compagnies nationales étrangères n'hésitent pas à interférer dans la politique interne des États. Directement ou indirectement, elles opèrent des changements à la tête des États où elles placent des dirigeants de leur convenance. Le but est clair, prendre le contrôle total de l'exploitation du pétrole, et ceci en dehors de tout contrôle des gouvernements. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. L'Afrique représente un intérêt géopolitique majeur, particulièrement pour l'Occident, mais pas seulement. La Chine et l'Inde jouent elles aussi désormais de grands jeux d'influence sur le continent, devenu un véritable terrain de bataille entre les multinationales. Mais les Africains eux-mêmes ont-ils réellement la possibilité de tirer meilleur profit de l'exploitation de leurs ressources pétrolières? Rien n'est moins sûr. Peut-être les nouvelles générations de leaders changeront-ils la donne. Loïc Le Floch-Prison, vous êtes devenu un Africain parce que vous aimez l'Afrique et les Africains. Et quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Je ne vous demanderai pas si Elf finance ou soutient des coups d'État en Afrique, ce ne serait pas élégant de le dire ainsi, mais je vous demanderai si, de temps en temps, le groupe que vous avez dirigé intervient dans les changements à la tête des États. Et il est clair que tout investisseur, et disons que le pétrole est un investisseur important, puisque entre le moment où on commence à investir et le premier pétrole qui arrive, il s'écoule 7 ans. Hein, donc on investit lourdement. À partir du moment où on investit, on a envie d'avoir certaines conditions de stabilité, à la fois fiscales et de comportement. Et donc, lorsque je prends les rênes de Elf en 1989, ce qui m'est demandé, clairement, c'est d'éviter qu'il y ait des coups d'État tous les 3 mois dans les pays en cause. Et je pense avoir rempli le contrat. Donc les droits de l'homme, c'est pas prioritaire. En ce qui concerne, oui. Je ne dis pas que ce n'est pas prioritaire, oui. Je dis simplement que lorsque vous avez des régimes qui changent tous les 3 mois avec des coups d'État militaires, oui. Vous ne favorisez ni la population, ni l'investissement. Bon, et donc, d'une certaine façon, en défendant l'existence de coups d'État, en disant il ne faut pas qu'il y ait de coups d'État, on arrive à faire en sorte que la population ne soit pas en difficulté. Alors, c'est ce qui s'est passé. Mais à l'inverse, un président, un chef d'État qui ne fait pas le jeu de F, on peut très bien soutenir un coup d'État pour le, non. Pour le déposer. Ça n'est pas arrivé. Ce n'est jamais arrivé. En ce qui me concerne, oui. En ce qui me concerne, ça n'est jamais arrivé. Vous précisez bien, votre groupe ELF a-t-il déposé Pascal Lissouba au Congo? Absolument pas. Alors, c'était pas moi. C'était pas moi. Tout à fait. Ce n'était pas vous. Donc, moi, je suis président en 1989.
arrive le moment où le discours de La Baule, où le président Mitterrand dit aux chefs d'État africains « il faut que vous ayez une diversité, il faut que vous ayez des partis politiques, vous ne pouvez pas continuer à un parti unique. Bien. Autrement, vous ne serez plus aidés. » Mais ça vous fait rigoler, non? Pour dire les choses simplement. Non, non, non. Non, vous étiez pour la démocratie. Elf soutenait le processus de démocratisation Absolument. en Afrique. Et donc c'est moi qui, au moment où les élections ont lieu au Congo et où le président Sassou Nguesso est là, c'est moi qui vais voir le président Sassou Nguesso en lui disant « il va y avoir les élections ». Et si jamais c'est un autre qui est élu, c'est l'autre qui va être président. C'est la décision du président de la République et je suis porteur de ce message. C'est moi qui ai fait ça. Et effectivement, les élections ont lieu. Sassou Nguesso n'est pas désigné, c'est le Lissouba qui est désigné. Et il y a eu changement. Voilà. Et changement par les urnes. Alors après... Oui. Je dis suffisamment de choses dans mon livre sur ce qu'est le processus électoral en Afrique et les dangers du processus électoral à l'occidental en Afrique. Donc, relisez mon livre pour savoir. Tout à fait. Mais il se trouve que, historiquement, vous ne pouvez pas me dire que j'ai déposé quelqu'un, petit 1, et que je n'ai pas été jusqu'au bout des processus démocratiques. Par contre, lorsque Lissouba arrête de son magistère, en 1996-97, il dit « je veux me maintenir au pouvoir parce que j'ai peur de... » Et il se maintient au pouvoir. Et à ce moment-là, on tombe dans une situation qui a 3 individus qui veulent prendre le pouvoir, lui-même, Kolela et le maire de Brazzaville, l'ancien Premier ministre, et Sassou Nguesso, et il y a la guerre civile. Oui. Et cette guerre civile, j'y suis allé après. Oui. Mais vous aviez votre cheval. Non, j'avais pas de cheval, moi. Ah non, vous n'avez pas de cheval. Vous ne misez sur aucun cheval. Elf ne mise sur aucun cheval. J'étais plus elfe, là. Oui, mais j'étais plus elfe, je n'avais aucun cheval, et il se trouve que le groupe elfe a, historiquement, il faut le regarder, à l'époque, c'était pas moi, encore une fois, mais c'est l'histoire qui le montre, a misé sur tous les chevaux. Alors, on ne peut pas dire qu'il avait un cheval, il avait 3 chevaux. Donc, ce qui n'est pas forcément un bien. Enfin, moi, je ne suis pas... Personnellement, je considère que dès que le pétrole, dès que l'activité pétrolière se mêle à l'activité des coups d'État et des armes, il est perdant. Et en l'occurrence, vous savez très bien que dans ce qui est passé en 97, il y a eu la participation du groupe Elf pour fournir des armes aux belligérants. Vous le reconnaissez, ça? À tous les belligérants. Pas aux 3 chevaux, comme vous dites, puisque vous parlez des chevaux. Oui. Voilà. Et donc, je pense que c'est un mal, ça. Voilà. Mais c'est parce que je crois en l'Afrique et je crois à la possibilité pour l'Afrique de s'en sortir. Autrement, je dirais, bon, après tout, on prend un cheval, etc. Après... Non, c'est pas ça. Je pense que l'Afrique est majeure aujourd'hui et qu'elle doit pouvoir exprimer cette majorité. Simplement, il faut qu'elle s'exprime et qu'elle n'attende pas des autres la possibilité de dire l'international me demande que. Alors le président du Burundi, il fait des coups d'État permanents, puis il reste là. À quoi ça sert? 2 petites choses avant de passer très rapidement à mes 2 autres invités. Que fait Elf quand un chef d'État commence à parler renégociation de contrats, transparence et commence à lorgner ailleurs, c'est-à-dire à négocier avec un groupe concurrent? Il négocie. Et si possible, le chasser, pour dire clairement les choses? Non. Jamais. Elf n'a jamais chassé aucun chef d'État du pouvoir? Non. Bon, vous faites le choix de ne pas dire complètement la vérité. Mais non, mais dites-moi lequel. D'accord. Pascal Lissouba dit dans l'élément qui est passé, nous ne savions même pas combien de barils étaient produits dans notre pays. Il ne disait pas la vérité. Non. Vous pensez que Elf au Congo dit exactement au gouvernement congolais combien de barils sortent des puits pétroliers congolais? Le problème, c'est qu'il avait envie de prendre une partie du pétrole et qu'il n'avait pas envie de le dire aux Congolais, c'est tout. Il le savait, lui, il le savait. Mais il disait non, je ne le sais pas. C'est pour ça qu'il y avait des pétroles. Donc c'est Pascal Lissouba qui est un menteur dans cette affaire et ce n'est pas le groupe Elf. Les abonnements, dites-nous un mot. Des abonnements très rapidement. C'était décidé par Avant que vous ne répondiez, j'explique à nos téléspectateurs ce que c'est. C'est une pratique qui consiste à enrichir à titre
personnel, le chef de l'État, le président de la République, à certains moments, ça allait de 4 francs français à 7 francs sur chaque baril produit. C'est énorme. Parlez-nous, comment est instituée une telle pratique? On adore les gens qui nous ont précédés, en particulier le général de Gaulle est un héros. Voilà, c'est ce qu'il a institué et nous avons continué. Voilà. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui était une pratique. Et donc moi, arrivant sur cette pratique, vous avez perpétué. J'ai demandé au président Mitterrand si on continuait ou pas. Il a dit on continue, très bien. Kevin Maïso, très rapidement. Ça, c'est une décision régalienne, ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres décisions régaliennes que vous n'admettez pas? Moi, il y en a énormément. C'est vrai. Il y a énormément de décisions régaliennes que je n'admets pas. Mais vous parlez comme ça. Je suis en situation d'être président. J'accepte ou non le job. Et si j'achète le job, j'achète dans l'État. Mais vous parlez comme ça, mais je ne vois pas en vous la désolation. Quand on considère le manque d'infrastructures dans ces pays, il n'y a pas le moindre accès aux soins de santé, même primaire, il n'y a pas de routes, pas d'hôpitaux, pas de centres de formation pour les jeunes. Et on parle comme ça d'enrichissement personnel des chefs d'État, alors que la jeunesse végète dans la misère. Je ne vous sens pas indigné. J'étais indigné, mais c'était le job. J'étais indigné, je considère que c'est une erreur, et si jamais vous lisez mon livre, oui, vous verrez que je suis indigné. C'est-à-dire que je considère que c'est une erreur et que maintenant il faut arrêter cette pratique et il faut l'arrêter de fait. C'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a plus d'abonnement. Oui. Donc on dit ça n'existe plus. Oui. Bon, il n'en reste pas moins. Mais il n'en reste pas moins que on continue à enrichir les chefs d'État, oui, les chefs d'État et leurs familles par d'autres canaux, et que je trouve que c'est absolument inacceptable. Donc je le dis pour dire. 2, je pense que à l'intérieur de ça, si jamais il y avait un chef d'État, on pourrait dire voilà, c'est le chef d'État qui. Mais c'est pas ça. Et c'est ce que je décris dans mon livre. C'est-à-dire qu'il y a l'ensemble des affidés, et ces gens-là ont intérêt que ça continue. Et donc continue et ne s'indigne pas. Et c'est aux Africains eux-mêmes de s'indigner. C'est pas à l'Occident. Vous avez raison de le dire. C'est aux Africains eux-mêmes de s'indigner par rapport à cette gestion de la manne pétrolière, Kevin Maïso. Mais encore une fois, le sultan d'Oman dont je parlais tout à l'heure n'est pas pauvre. Oui. Il n'est pas pauvre. C'est cela. Mais il a réparti la fortune du pétrole à travers son État. Voilà, c'est ça la différence, et c'est pour ça que je parle du sultanat d'Oman. Ouais. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les présidents des États soient pauvres. Soient des indigents. Je pense que il faut effectivement qu'ils aient suffisamment pour vivre. Je ne pense pas que l'intégralité de leur famille doivent être nourrie pendant des siècles sur le pétrole. Sur des générations. Oui, très rapidement. Kevin Maïso. En tant qu'Africain, je constate que nous sommes aux confins du droit, où se croisent à la fois l'économie, la politique, les services de renseignement, le tout sur un soubassement de corruption, mais terrible. Parce que si je regarde un pays tel que le Nigeria, à l'époque, le Nigeria était le premier producteur de pétrole en Afrique, parmi les premiers, mais qui importe son propre pétrole, un pays qui ne peut pas construire des raffineries, c'est quand même assez étonnant. Ensuite, ce qu'il faudrait faire, la première des choses, c'est d'abord réhabiliter les États, ensuite renverser la pyramide de pouvoir. Il ne faut pas qu'il y ait un despote au-dessus sur lequel tout converge, oui, mais il faudrait qu'il y ait un État digne de ces noms qui gère la répartition de la manne. La grande question, c'est quels sont les moyens institutionnels pour... et surtout une justice digne de ces noms. Pour y parvenir, c'est ça la question. Jean-Bernard Bikim, très rapidement, comment mettre fin à ces pratiques, à cette façon de gérer le pétrole en Afrique, l'enrichissement familial. Alors, je vais enquiquiner de nouveau le président Le Floch et le confrère qui est en face. Très rapidement, s'il vous plaît. Vous disiez tout à l'heure que les accords de Quincy, comparaison n'est pas raison. Dans ces fameux accords, il y a une clause spécifique qui garantit aux Saouds d'asseoir leur pouvoir sur l'ensemble du territoire et leur confère un leadership. D'accord. Premier point. Alors, le deuxième, je vous envoie. C'est peut-être la pratique. Je vous renvoie, président Le Floch, à lire les accords de Quincy. C'est important. S'il vous plaît. Par contre, contexte africain. Revenons. Par contre, oui, l'excuse, la doctrine de l'excuse, la protection des investissements, c'est la plus grande arnaque qui n'ait jamais existé.
quel collatéral Elf ou Total ou Chevron obtient les financements? C'est sur les concessions et les champs pétrolifères qu'ils vont lever des sous. Premier point. Le second point, et il n'est pas neutre. Vous ne pouvez pas prélever des barils, les vendre en devises et reverser aux États en monnaie locale. Il y a là une grande entourloupe. D'accord. Et je pense, quand je vous regarde, je vous dis franchement, vous vous foutez la gueule du monde en disant je suis africain. Non, lui, en l'occurrence, il ne le fait pas. Je vous le dis en face, franchement, vous vous foutez la gueule du monde. Parce que franchement, aujourd'hui, on va garder le cadre de la bienséance et de la il n'y a pas un État aujourd'hui, en Afrique centrale plus particulièrement, qui ne pointe pas du doigt les compagnies pétrolières. Il n'y en a pas un seul. Or, quand on écoute les uns et les autres, on dit très bien, écoutez, l'État, des surrégulations. Non, disons les choses telles qu'elles sont. D'accord. Aujourd'hui, très rapidement, nous sommes en Afrique, comme dans le monde entier, victimes de 6 familles qui contrôlent tous les États du monde. Ça, vous l'avez dit. Et vous l'avez dit dans la première partie, on l'a compris. Je pense. Mais s'il vous plaît, Benjamin Bekim, pour faire court, il a dit quelque chose qui est très important. Il dit ce n'est pas aux Occidentaux de changer ça. C'est à nous-mêmes, c'est aux Africains. Alors je vais... C'est aux Africains. Mais très rapidement, parce que mais vous êtes déjà devenu africain, vous savez que... Mais c'est une vue d'esprit. C'est une vue d'esprit. On a le facho. Donc c'est une vue d'esprit. Il faut d'abord insulter. C'est une vue d'esprit. Je suis joueur de billard. Alors je vais répondre en 2 mots. C'est une vue d'esprit. Vous répond. Sur un exemple clair. Je termine. C'est une vue d'esprit. Oui. Tous les dirigeants, qu'ils soient de l'opposition, de la majorité, des associations, sont corrompus, tous. D'accord. Tous les acteurs. C'est-à-dire, quel que soit le cheval que l'on choisit, de toute façon, il ne peut pas aux affaires et faire ce qu'il veut. Il vous répond très rapidement. Très bien. Monsieur le frère président vous répond très rapidement. Je vais répondre aux deux en même temps sur un exemple. S'il vous plaît. Bien. Donc, monsieur dit très bien, les Nigérians sont le premier producteur de pétrole, ok, et ils n'ont pas de raffinerie digne de ce nom. Ils vendent le pétrole, ils en achètent quelquefois, mais ils achètent des produits pétroliers sûrement. Donc on est dans un état complètement fou, où le Nigeria produit des millions de barils jour. Ils ont des raffineries, ces raffineries ne fonctionnent pas correctement, et il existe des compagnies de trading qui prennent le pétrole brut, qui vont le raffiner et qui le revendent. Ils gagnent 2 fois. Ils gagnent sur le pétrole brut en disant, écoutez, non, ce pétrole brut, il vient de très loin, par conséquent, on va quand même faire une décote. Et ensuite, vous vous rendez compte, plus les raffineries à quels endroits elles sont, alors vous allez vendre très cher. Et comme, dans la mesure où l'État est un État pétrolier, le Nigeria, il dit à ses mandants, vous avez le pétrole, l'essence pas chère, puisque c'est notre pétrole. Et donc, aujourd'hui, l'État nigérian est en faillite à cause de ce différentiel entre... Alors, comment faire? Eh bien, je dis que si jamais les Nigérians eux-mêmes ne prennent pas leur destin en main, ils ne peuvent pas... Vous insistez là-dessus. Ils ont des raffineries qui les fassent tourner. Si jamais ils sont pas capables de les faire tourner, qui demandent à des gens compétents de venir les faire tourner et on les fera tourner. Si jamais ils veulent avoir des produits pétroliers pas chers, on va leur expliquer. C'est simplement. Et le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, c'est monsieur qui a raison. C'est-à-dire que dans la mesure où les gens se sont habitués à la corruption, ils sont habitués au fait que ça fonctionne de telle manière que ça leur rapporte, globalement. Et donc, ils ont intérêt à ce que... Ils ont intérêt que ça ne marche pas. Et donc, si vous avez... Ils ont intérêt à ce que ça ne marche pas. Vous avez 100 000, 200 000, 300 000 personnes au Nigeria qui ont intérêt à ce que ça ne marche pas, parce que moins ça marche, et plus ils gagnent. Bon, et tant que vous n'aurez pas compris ça, tant que vous n'aurez pas compris que vous faites votre propre malheur, nous faisons notre propre malheur, parce que nous ne prenons pas les choses en main, nous continuerons à avoir des difficultés. Loïc Le Frère président, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de vous avoir sur son plateau. C'est pas tous les chances que j'ai d'être avec vous. Non, je sais. Mais excusez-moi, une question. Dans l'affaire, quand l'affaire Elf avait éclaté, l'ancien président gabonais Omar Bongo avait dit qu'on me laisse tranquille, je le cite, sinon, si je parle, les têtes vont tomber. Dites-nous, Loïc Le Frère président, arrive-t-il
que des dirigeants africains financent la campagne électorale des candidats, des hommes politiques français? Je pense que c'est de notoriété publique. Vous le confirmez en tant qu'ancien directeur, ancien PDG de F. Je l'ai vu faire. Par conséquent, je suis incapable de vous dire. Je suis incapable de vous dire si ça continue. Mais disons que je l'ai vu faire et j'ai trouvé ça, et je m'en suis expliqué avec Omar Bongo, et j'ai trouvé ça déplorable. Je lui ai dit, il m'a dit, mais c'est des amis. Je lui ai dit, oui, d'accord, mais enfin bon, je trouve que l'amitié ne conduit pas à ça. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque tout à l'heure je vous ai dit, je prends de l'argent pour faire la provision d'investissement, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, Omar, tu es en train de financer des hommes politiques français, à quoi ça te sert, alors que tu as ton peuple qui est là et qu'il faut que tu fasses des choses. Alors je prends une partie de cet argent et je vais faire une provision d'investissement pour faire du développement agricole et industriel. Voilà l'explication, puisque vous me donnez l'occasion d'aller jusqu'au bout, et c'est ça qu'il faut changer. Comment il faut changer justement? Comment faut-il changer cela? Je propose qu'on marque une courte pause et qu'on en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.